Dobroveče svima, bonsoir. Bienvenue i dobrodošli na jedno lepo književno veče. Čast nam je da ugostimo večeras Françoise Vergès, Aleksandru Perišić i Jelenu Nikolić, koje će večeras da razgovaraju o prvoj knjizi koja je prevedena sa francuskog na srpski jezik, Feministička teorija nasilja, pa uživajte. Merci beaucoup et voilà, le micro est à vous. Hvala. Mi ćemo, samo da kažem, mi ćemo govoriti na francuskom večeras, a Jelena će da prevodi, tako da trudit ćemo se da, mislim da posle svakih par rečenica zastanemo, pa da Jelena možda prevede. Tako da ja ću sad da pređem na francuski. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Et glasnije. Dobro. Je li ovo sad dovoljno glasno? Odlično. Da, evo, približila sam mikrofon. Ok, donc je voulais dire tout d'abord que l'événement ce soir, il fait partie d'un cycle ouvert de débat sous le nom C'est quoi le genre, qui est organisé conjointement avec l'Institut serbe, l'Institut français de Serbie, l'Institut de philosophie et de théorie sociale, la faculté des médias et de la communication, Radio Belgrade 3, l'organisation Spectrum XY, et j'espère que je n'ai oublié aucun des partenaires. Donc je voulais remercier tous les partenaires pour avoir facilité ce cycle. Et aussi, bien sûr, je voulais remercier l'Institut français de Novi Sad et la librairie Zénith qui nous a accueillis ce soir. Dobroveče svima. Htjela bih da kažem da je večerašnji razgovor deo ciklusa debata, razgovora koji se zove Šta je rod, koji je zajednički organizovan od strane Francuskog instituta u Srbiji, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Fakulteta za medije i komunikacije, zatim Spektrum XY, Radio Beograd 3 i nadam se da nisam nikoga zaboravila, od organizatora i od partnera, i posebno bih žela da se zahvalim Francuskom institutu u Novom Sadu na ovoj organizaciji. Ok, alors c'est un très grand plaisir d'avoir avec nous ce soir Françoise Vergès. Donc juste pour dire quelques mots de la très très riche biographie de Françoise. Françoise Vergès est historienne, politicologue, cinéaste et militante féministe. Son travail explore la question de l'esclavage et de la mémoire de l'esclavage, du colonialisme et de son héritage dans le présent, avec un accent particulier sur le féminisme décolonial, dont elle est vraiment une des théoriciennes et pratiquantes les plus importantes aujourd'hui. Sada vrlo kratko o veoma bogatoj biografiji Françoise Vergès. Ona je istoričarka, politikološkinja, filmski stvaralac, zatim feministička aktivistkinja, i njen rad se najviše istražuje pitanje ropstva, sećanje na ropstvo, kolonijalizma, nasleđe kolonijalizma koje ostaje danas, i ona se bavi pre svega dekolonijalnim feminizmom, čiji je ona trenutno jedan od najvećih i najznačajnijih predstavnika. Alors, Françoise passe son enfance et adolescence à La Réunion, pendant des périodes de forte lutte pour les droits civiques et contre la répression coloniale. Elle part ensuite en Algérie, puis en France, où elle milite au mouvement de libération des femmes. Elle travaille en tant que journaliste et éditrice. Ensuite, elle part aux États-Unis, où elle va obtenir son doctorat à l'université de Berkeley. Elle revient en Europe dans les années 90, où elle va tenir plusieurs postes académiques en Angleterre.
Dakle, ona je odrasla na ostrvu Reunion u vreme velikih borbi za građanska prava i za borbu protiv kolonije i kolonijalnog nasleđa. Zatim je otišla u Alžir, zatim u Francusku, zatim u Sjedinjene Države gde je doktorirala na fakultetu Berkeley. Posle toga se vraća u Evropu gde je imala nekoliko različitih pozicija, akademskih pozicija, predavačkih na raznim fakultetima u Engleskoj. Oui, oui, Mais j'ai déjà raccourci, j'ai énormément raccourci, c'est ça le problème. Ja sam već skratila, užasno sam skratila biografiju koju je apsolutno nemoguće skratiti jer je toliko bogata. Ok, on finit avec la biographie, završili smo sa biografijom. On passe à la conversation. Bienvenue, encore une fois, on est très heureux de vous accueillir ici à Novi Sad et à Belgrade et à Novi Sad. Dobrodošli, jako nam je drago da ste tu sa nama večeras u Novom Sadu i sutra u Beogradu. Donc, l'occasion de cette conversation est bien sûr la publication de votre dernier livre en serbe, une théorie féministe de la violence qui vient de sortir avec la faculté des médias et de la communication. Mais je pense qu'il est important aussi de situer ce livre dans l'entièreté de votre vie et de votre œuvre. Znači, povod za naš razgovor večeras je naravno to što smo objavili, znači poslednju knjigu Feministička teorija nasilja koju je objavio Fakultet za medije i komunikacije. Ovo je znači prvi put da je objavljeno nešto od Françoise Vergès na srpskom, ali mislim da je bitno da počnemo tako što ćemo negde da situiramo ovu knjigu u okviru njenog celokupnog rada i života. Donc je voudrais commencer par votre enfance. Mais vous inquiétez pas. Donc vous grandissez à La Réunion et la raison pour laquelle je commence avec ça, c'est que vous avez écrit à plusieurs reprises que votre engagement dans les luttes émancipatrices, elle est vraiment ancrée dans l'éducation politique et culturelle que vous avez reçue à La Réunion. Dakle, htela sam, prvo pitanje je malo o njenom odrastanju, znači na ostrvu Reunion, zato što ona stalno govori o tome kako je njeno učešće u različitim emancipatorskim pokretima i njeno bavljanje aktivizmom je zaista vezano za obrazovanje, političko-kulturno obrazovanje koje je stekla na Reunion. Bonsoir. Et merci de venir m'écouter. Alors, quand j'ai interrompu la biographie, c'est parce que finalement, c'est pas toujours très intéressant. Enfin, merci, mais c'est plutôt ce que je fais. Alors, pour répondre à votre question, plusieurs choses. Je grandis dans une famille anticoloniale, communiste. Alors, je sais que communisme ici a un certain écho, mais je parle du Sud global. Le communisme n'est pas la même chose dans le Sud qu'au Nord. On n'est pas dans les mêmes... Ce qui compte, c'est l'internationalisme, très fortement, et l'anticolonialisme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'île de la Réunion, elle est dans l'océan Indien. C'est une toute petite île. Et du coup, l'Europe est en périphérie. Donc, la question de renverser la perspective, c'est l'Europe qui est en périphérie. Ce n'est pas nous qui sommes en périphérie. Et donc, ça pose la question de la périphérie, qu'on pourrait certainement discuter aussi ici, puisque en Europe même, il y a des centres et des périphéries. Dobroveče, hvala svima što ste došli da me čujete. Prekinula sam biografiju zato što smatram da nije uvek mnogo zanimljiva, ali hvala svejedno. Da odgovorim na vaše pitanje, htela bih da pomenem nekoliko stvari. Kao prvo, ja dolazim iz porodice koja je antikolonijalistička i komunistička. Ja znam da komunizam ovde ima jednu određenu istoriju i nije potpuno nepoznat, ali mi ovde govorimo o jugu, o svetskom jugu
gde komunizam na jugu i komunizam na severu nisu uvek ista stvar. Kod drugo, Reunion je ostrvo u Indijskom okeanu, veoma malo ostrvo u Indijskom okeanu i nama je Evropa na periferiji. Dakle, nije Evropa centar, a mi na periferiji, već obrnuto. Treba potpuno obrnuti viđenje stvari. Mada i to je isto pitanje, zato što se i u samoj Evropi postavlja pitanje šta je centar, a šta je periferija Evrope. Ensuite, l'océan Indien, c'est un océan où il y a une rencontre entre l'Afrique et l'Asie qui est millénaire, bien avant que les Européens arrivent. Donc ça renverse constamment des temporalités et des spatialités. Ça ne commence pas avec la colonisation, même si l'île devient une colonie française. Donc c'est vraiment de grandir dans un monde où être totalement en périphérie, de ne pas faire de cette périphérie une faiblesse, mais de faire de cette périphérie une force. I Reunion je u Indijskom okeanu koji povezuje Afriku i Aziju i ta veza između Afrike i Azije je večita. Postojala je daleko pre dolaska Evropljana. Dakle, radi se stalno o tome kako treba promeniti viđenje stvari i da kada govorimo o tome da ja dolazim sa periferije, da ta periferija nije slabost, već snaga. Et finalement, donc mes parents étaient militants et nous emmenaient partout, les enfants. Donc j'ai grandi aussi, comment dire, pour moi la France c'était un État de répression. Mon père est allé en prison. Enfin, c'est-à-dire la compréhension de la différence entre un pays et un État, je l'ai compris assez tôt. Et puis, ma mère, qui était une féministe, une militante féministe, m'a emmenée partout et j'ai pu voir très tôt ce que c'était que les femmes, l'oppression des femmes. Et donc, je n'ai pas appris le féminisme à l'université, j'ai appris le féminisme dans mon enfance. Je veux dire, même si je ne faisais pas des théories quand j'avais 6 ans, hein, mais je voyais, je remarquais ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, l'effet de la race, du genre et de la classe sur les femmes. Dakle, moja porodica je aktivistička i nas decu su svuda vodali sa sobom i vrlo brzo sam shvatila šta je to država, represivna država, zato što moj otac je kao prvo nekoliko puta bio u zatvoru i vrlo brzo sam shvatila razliku između zemlje i države. Moja majka je bila feministička aktivistkinja i isto sam sa njom išla i saznavala sam šta je feminizam, tako sa njom, šta su žene, šta je feminizam i šta su sve problemi žena. I iako se nisam bavila teorijom tada, pogotovo sa 6 godina se nisam bavila teorijom, ali sam shvatala ono što se danas naziva intersekcionalnost, tako? Intersekcionalnost, to jest uticaj rase i klase i roda na život žene. Juste pour dire, donc c'était une pratique théorique. C'est une pratique qui a mené à la théorie et la théorie menait à la pratique. Et très tôt, la troisième chose la dernière chose que je veux dire, c'est que de fait, mes parents étaient, je n'ai jamais pensé que le seul lien qui nous donnait sens, c'était le lien à la France. Parce qu'à la maison, on recevait des journaux de partout et on était ouvert sur les luttes en Afrique du Sud contre l'apartheid, en Inde, évidemment la guerre du Vietnam, tout cela faisait partie du sentiment de ce monde dans lequel moi j'étais même petite fille sur cette toute petite île. Dakle, ovo što sam ja živjela bila je teorijska praksa, dakle to je bila praksa koja me odvela ka teoriji, koja me kasnije odvela ka praksi. I treće što sam htjela da pomenem, naše postojanje nije bilo jedino i isključivo vezano za Francusku. Francuska je bila jedna država, jel da? A mi smo bili tu blizu i dobijali smo materijala i informacije o svemu što se dešavalo, na primjer, o borbama u Južnoj Africi protiv apartheida, o Indiji, o Vijetnamskom ratu. Dakle, to su sve stvari kojima sam ja bila okružena, čak i dok sam bila toliko mala. Et la dernière chose que je voudrais dire sur cette éducation, c'est que ça m'a donné une curiosité qui constante, une
une curiosité pour le monde, pour comment ça marche, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe, comment je peux expliquer ça. Et cette curiosité qui me tient toujours, constamment, de ne pas accepter les choses comme elles sont. C'est-à-dire, c'est pas, bah oui, ça a toujours été comme ça. Non. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que toujours, ça. Et puis une certaine colère, quand même. Une colère contre les injustices et contre les inégalités. Curiosité, colère et désir de comprendre. I da završim sa vaspitanjem, jedno ovakvo vaspitanje u meni probudilo večitu radoznalost prema svetu, kako to svet funkcioniše, zašto tako funkcioniše i želju da ga objasnim. Nikada ne, ta moja radoznalost je stalna, ja nikada ne prihvatam stvari takvim kakvim se čine. I takođe to je probudilo u meni bes, pogotovo bes protiv nepravde. Merci Françoise. Donc je voulais justement parler plus de la question du féminisme ou des féminismes, non, puisque tous les féminismes ne sont pas les mêmes, et des différents féminismes qui existent aujourd'hui. Donc une des choses intéressantes que vous dites dans votre travail, c'est que le féminisme est devenu un des piliers des idéologies qui sont censées être opposées. L'idéologie libérale, l'idéologie nationaliste xénophobe, l'idéologie d'extrême droite. Tous maintenant utilisent le langage des droits de la femme. Donc comment on est venu là et comment c'est quand même des discours qui sont différents? Evo ja mogu da prevedem. Znači, rekla sam da želela bi malo više da govorimo o feminizmu ili feminizmima, pošto ih ima više i konkretno koji su to feminizmi koji postoje danas. I jedna od interesantnih stvari koju Vergès kaže u svojim knjigama je da ono što vidimo je da ideologije koje bi trebalo da se suprotstavljaju, znači liberalna ideologija kao i ideologija, nacionalistička ideologija, ekstremne desnice, sve sad trenutno govore o feminizmu, ili barem ako ne o feminizmu, o pravima žena ili o ženskom pitanju. Dakle, moje pitanje je kako smo došli do toga i kako se ti diskursi ipak razlikuju. D'abord, vous avez raison, il y a des féminismes pluriels, c'est très important. Alors, il y a un féminisme étatique qui certainement a existé ici, enfin dans ce qu'on appelait la Yougoslavie. Et il y a des féminismes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi au début des années 2000, même donc des femmes d'extrême droite se sont dites féministes. Et que le féminisme, les droits des femmes, c'est devenu... tout le monde voulait avoir les droits des femmes. Qu'est-ce qui s'était passé puisque de féminisme comme insulte dans les années 70, c'est devenu féministe. Tout le monde devait l'être même. C'est pas pouvait l'être, c'est devait l'être pour justement se faire accepter. Donc c'est cette question qui m'a amené à essayer à vouloir comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé pour que les droits des femmes deviennent ce vocabulaire international et notamment de pacification. Upravo ste, postoje nekoliko feminizama, postoje više feminizama. Na primjer, postoji državni feminizam koji je bio prisutan ovde u Jugoslaviji. Ono što mene zanima, razlog zbog kog sam se zainteresovala za ovo pitanje, bilo je zašto oko 2000. godine čak i žene sa ekstremne desnice su govorile da su one feministkinje. Feminizam je prešao od uvrede 70. godina na početku 21. veka do reči što su svi su morali biti feministi. Ne želeli da budu feministi, nego su morali biti da bi bili opšte prihvaćeni. I zanimalo me je, želela sam da shvatim kako je to feminizam postao deo tog jednog međunarodnog internacionalnog rečnika koji svi moramo da usvojimo. Alors, au début des années 2000, on peut dire vite, il y a des idéologies qui se sont affaiblies, les idéologies néolibérales qui se sont affaiblies, de proposer, bon, c'est simplement que de la consommation, bon, c'est intéressant, mais enfin, ça s'épuise assez vite. Quelle était l'idéologie qui allait présenter quelque chose à accomplir, comme la liberté, les droits de l'homme? Et ce sont des féministes en Europe qui ont proposé, qui ont produit, qui ont fait
au monde politique et aussi du business en disant les droits des femmes, c'est une idéologie à laquelle tout le monde va adhérer. Početkom 21. veka, dakle 2000. godina, mnogi ideologije u Evropi su oslabile. Neoliberalizam, potrošačko društvo, sve je to jako slatko, ali ne traje dugo. Prilično je oslabilo i postojalo je pitanje šta to još i moramo da ostvarimo. Šta još postoji što se mora ostvarati kao što su borbe za slobodu, borbe za prava čoveka. I feministkinje u Evropi su ponudile upravo politici i svetu biznisa, su ponudile to pitanje ideologiju, to jest prava žena. Les femmes entrent de plus en plus dans le travail, dans le monde du travail, il y a des droits qui s'affirment, et il y a plusieurs défis qui se posent, et il y a aussi toute la question du Sud, des pays du Sud qui s'affirment. Il y avait eu la décennie des droits des femmes des Nations Unies, avec le moment à Nairobi qui avait été très important, parce que là, les femmes du Sud s'étaient fait beaucoup entendre, Angela Davis était là et d'autres, et ça devait être la dernière réunion, et il y a eu une peur que ce soit ces féminismes du Sud qui deviennent les plus forts. Donc la dernière réunion a eu lieu à Pékin, où les ONG ont été écartées, et le grand réunion, c'était plus que les officiels, et le discours de clôture a été fait par Hillary Clinton. Et c'était déjà l'annonce d'un féminisme néolibéral, civilisationnel. Dakle, žene sve više rade, sve više ulaze u profesionalne krugove i sa tim se susreću sa mnogim izazovima. Međutim, istovremeno, žene sa juga, feminizam sa juga počinje sve više i više da se čuje i to nastaje problem. I prilikom proslave decenije bavljenja evropskim pitanjima u Ujedinjenim nacijama, posljednji sastanak je bio u Pekingu. Tu kako se ne bi čule žene sa juga, sve nevladine organizacije su sklonjene sa tog sastanka. Govore su držali državnici, glavni govor zaključni je držala Hillary Clinton i to je prosto bila najava tog jednog civilizacijskog feminizma. Féminisme civilisationnel et... C'est ça. Ce que j'appelle féminisme civilisationnel, je crois que je saute déjà une question que... Non. Ce que j'appelle, c'est qu'à ce moment-là, au début du XXIe siècle, il y a un féminisme, pas le féminisme, il y a un féminisme qui va se saisir du vocabulaire de la mission civilisatrice. Qu'est-ce que c'est la mission civilisatrice? C'est une Europe, c'est pas l'Europe, c'est une Europe, l'Europe de l'Ouest, qui dit nous savons ce que c'est que la liberté, l'émancipation, les droits, et nous allons apprendre aux peuples arriérés. Ces peuples arriérés, c'est évidemment le Sud global, mais aussi l'Est de l'Europe. C'est tout, je dirais, parce que ce qu'on appelle l'Europe, c'est en fait l'Allemagne, la France et l'Angleterre pendant très longtemps. Bon, l'Angleterre maintenant un peu moins, mais c'est ça. Je veux dire, c'est rarement le Portugal. On n'entend pas parler du Portugal. Donc, cette Europe qui a été vraiment au cœur de la construction de l'Europe après la Deuxième Guerre, elle va prendre en charge, les féministes de cette Europe vont prendre en charge et vont dire, voilà, nous avons un discours pour vous et une pratique pour la politique à l'intérieur de vos pays et à l'extérieur de vos pays. Dakle, što nazivam civilizacijskim feminizmom? Početkom tog 21. veka jedan feminizam, ne feminizam uopšteno, nego jedan feminizam je na sebe preuzeo tu civilizacijsku misiju, a tu civilizacijsku misiju predstavlja jedna Evropa, dakle ne ceo kontinent Evrope, nego jedna Evropa, koja govori ljudima mi znamo šta je sloboda, mi znamo šta su prava, a sada ćemo vas da naučimo šta su ta sloboda i šta su ta prava. Oni će tome naučiti naravno jug, ceo svetski jug i zemlje Istočne Evrope. Jer treba shvatiti da kada se govori o Evropi, govori se pre svega o zapadnoj Evropi, Francuska, Nemačka, Engleska, mada sad Engleska i malo manje, ali vi nikad nećete čuti da neko pominje Portugal kao Evropu. Tako da ta grupa, taj feminizam, feministi i feministkinje iz tih krajeva zapadne Evrope su preuzeli na sebe ulogu
preuzeli su taj rečnik i preuzeli su na sebe ulogu i misiju da civilizuju, da u državama nametnu svoje ideje, da te ideje budu u državama i van njih. C'est un féminisme qui va soutenir l'invasion de l'Afghanistan au nom des droits des femmes, vraiment au nom des droits des femmes, qui va soutenir les interventions militaires. C'est un féminisme qui va beaucoup se fixer sur l'islam, où les femmes voilées vont devenir la menace, et l'islam va devenir la menace contre les droits des femmes acquis. Donc il y a tout d'un coup l'Europe qui se présente, cette Europe comme la civilisation, celle qui comprend par nature l'égalité entre les femmes et les hommes, par nature ce que c'est que les droits humains, et par nature ce que c'est que les droits des femmes. Et que toutes les autres cultures et pays seraient un peu en dessous. Alors après, il y a une hiérarchie, il y a ceux qui sont vraiment, vraiment bas, puis il y a ceux qui s'en rapprochent. Mais bon, voilà. Mais comment dire, là où ça se passe, vraiment l'échelle, enfin là, ce qu'on devrait acquérir, c'est ça. C'est ce que a fait l'Europe de l'Ouest. Donc ce féminisme-là va vraiment être un complice du néolibéralisme et un complice de l'impérialisme. Et quand je parle de ça, je suis très claire, je ne parle pas simplement de ce qui se passe dans le Sud global. Je parle d'une certaine idée de ce que l'Europe va porter, cette Europe-là. Dakle, taj feminizam je feminizam koji je podržao napad na Afganistan u ime prava žena. Taj feminizam takođe podržava brojne vojne intervencije opet u ime prava žena i taj se feminizam posebno fiksira na islam, gde žene sa zabrađene žene, što mi kažemo ovde, predstavljaju pravu pretnju i pretnju već stečenim pravima žena. I one će predstavljati, taj zapadni feminizam će se predstavljati kao da je zapad mesto gde se prirodno zna šta su prava muškaraca i žena, gde se prirodno zna šta su prava čoveka i prirodno se zna šta su prava žena, i to se mora naučiti drugim zemljama. Sad naravno postoje nivoji ko je niže, ko je malo napredovo, ko je malo bolji, ali centar tih ideja, to će biti srž svih tih ideja. Naravno, ja sad ne govorim o tome šta se dešava u zemljama na jugu, već koja je ideja vodilja ovog jednog feminizma. Et pour la seconde partie de la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour l'extrême droite et les nationalismes xénophobes, alors on peut dire, il y a eu toujours un courant dans l'extrême droite de protection de la femme. La famille protège la femme, l'homme va protéger la femme et les enfants. Ça, c'est vraiment un courant d'extrême droite de toujours. Une hétéronormativité très forte, un patriarcal hétéronormatif. Et ils ont compris que... enfin, il y a toute une extrême droite qui a compris qu'il fallait moderniser le vocabulaire, si je puis dire. C'est-à-dire, on ne pouvait pas simplement parler le patriarche va protéger, ça ne se passe plus. Mais c'était de protéger les femmes, de protéger nos femmes. Donc ça, c'est le vocabulaire nationaliste, xénophobe, nos femmes, d'influence étrangère. Donc on rejoue la question des droits de femmes à l'intérieur d'une protection de la nation, complètement fictive évidemment. Donc on rejoue. Ça, c'est ce qui se passe à travers un féminisme civilisationnel culturalisé, si je peux dire. Nos traditions, ce n'est pas celle-là. Donc les traditions nationales deviennent un discours de protection des droits des femmes, mais au nom d'une différence nationaliste. Chez nous, on ne fait pas ça comme ça. Donc on comprend les droits des femmes, mais c'est nos droits des femmes, de nos femmes. A sada na drugi deo vašeg pitanja, kada ste pitali za ekstremnu desnicu, otkud i kod njih tih feminističkih struja, oduvek je u desnici postojala struja koja se zanimala za zaštitu žena, za zaštitu porodice, zaštitu žena, muškarac će zaštititi porodicu i zaštititi svoju ženu. Dakle, jedan veoma heteronormativni diskurs. Međutim, sada u 21. veku to više ne prolazi. Ne možete više govoriti otac porodice će da zaštiti svoju ženu. Ne ide. I zato se pojavio taj diskurs da treba zaštititi naše žene od stranog uticaja. Dakle, postoji taj naše žene, našu porodicu, taj jedan nacionalistički ksenofobni diskurs koji se pojavio. To je jedan
civilizacijski feminizam koji je prošao kroz određeni, dobio boju kulture, gde se razlikuje naša kultura i naša tradicija od njihove, tako da su tradicija, nacije i kulture deo feminističkog govora u smislu ovo se radi kod nas, ovo se ne radi kod nas. La dernière chose sur le féminisme, le néolibéralisme qui adopte un féminisme, il y a tout un néolibéralisme qui n'a aucun problème avec ce qu'il appelle la diversité et la parité, qui même réclame, qui dit qu'il faut que dans le monde économique, il y ait plus de diversité et plus d'égalité avec les femmes. C'est un néolibéralisme qui ne s'attache pas à ces questions identitaires, si je puis dire, qui est beaucoup plus intéressé par le fait que tout le monde adhère à la question d'un individualisme, d'un très fort individualisme, de laisser sa communauté derrière, le collectif derrière, chacune pour soi, et où finalement ça revient à la question de la représentation dont on parlera sans doute. C'est-à-dire qui représente qui? Est-ce que parce qu'il y a une femme qui est première ministre, comme dans ce pays, est-ce que ça me représente? Je veux dire, est-ce que parce qu'il y a une femme, ça me représente? C'est quoi la représentation, quoi? Je dirais, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui vaguement ressemble à une femme, est une femme, enfin peu importe, et que donc la représentation, c'est faut aller au-delà de la question de la représentation par l'image, par quelque chose qui serait, qui nous ressemblerait. S druge strane, to je neoliberalizam koji nema nikakvih problema sa različitostima. U neoliberalizmu on pozdravlja da bude što veće prisustvo muškaraca i žena i različitih rasa. Ono što je neoliberalizmu važno je da se svi vežu za njega i da se vežu za tu ideju individualnosti, da ostave svoje zajednice po strani i da se svako i svaka bore za sebe. I to nas dovodi do pitanja reprezentacije, to je predstavljanja. To postaje centralno pitanje i sad, znate, ako u politici postoji jedna žena, da li sad ona mene predstavlja, da li mene zastupa neko ko liči na ženu ili jeste žena, da li ona predstavlja mene i moje ideje. Tako da ja verujem da ćemo i o predstavljanju i reprezentaciji takođe govoriti. Merci Françoise. Par contre, donc, face à ces féminismes civilisationnels, se développent aussi d'autres types de féminismes que vous appelez les féminismes décoloniaux, donc qui proviennent surtout, mais pas exclusivement, du Sud global. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet autre ou ces autres types de féminisme? Znači, samo da kažem da, znači, uporedo sa ovim civilizacionim feminizmom o kome je ona sad govorila i neoliberalnim feminizmom, se pojavljuju i drugi tipovi feminizma koji dolaze uglavnom, ali ne i isključivo sa globalnog juga i koje ona naziva dekolonijalnim feminizmima. I moje pitanje je da nam objasni malo, znači, šta su dekolonijalni feminizmi. Alors, dans ces féminismes décoloniaux, alors d'abord décolonial, pour moi, décolonial, ça renvoie beaucoup à décolonisation, c'est-à-dire au moment historique de la fin des empires coloniaux et de l'accès à l'indépendance de plein de pays, en Asie, en Afrique, et dans les Caraïbes, et l'Amérique du Sud, c'était avant. Au XXe siècle, le basculement énorme. Et ça s'appelle décolonisation. Mais il y a dès même à cette époque, quelqu'un comme Frantz Fanon va dire que la décolonisation, c'est changer l'ordre du monde. C'est pas simplement l'indépendance, c'est changer l'ordre du monde. Un ordre du monde profondément injuste, profondément inégalitaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un monde où les inégalités se sont accentuées, où les injustices se sont accentuées, où les conditions de la vie humaine sont tout simplement menacées sur la planète par ce qu'on appelle le changement climatique. Et donc cet ordre du monde, ce qui est présenté comme l'ordre du monde, est un profond désordre, on pourrait dire. Donc la décolonisation, elle n'est pas achevée.
Elle n'a pas été achevée simplement par les indépendances. On voit bien que ça a changé des choses profondément, mais ça n'a pas. Il faut continuer à lutter contre les exploitations, l'extraction. Dakle, dekolonijalni feminizmi. Kao prvo, ta reč dekolonijalni podsjeća na, to jest vraća nas na istorijski trenutak kraja kolonizacije, kada su brojne zemlje iz Afrike, Jugoistočne Azije, Kariba u 20. veku dostigle svoje nezavisnost, dakle dekolonizacije ili kraj kolonizacije. Međutim, već je tad Franz Fanon rekao da je dekolonizacija, prava dekolonizacija promjena u svetskom poretku. Promjena poretka u svetu koji je izuzetno nepravedan, izuzetno nepravičan, jer već tada, sada u današnjem trenutku mi vidimo da su nejednakosti i nepravde su sve veće i sve dublje, tako da dekolonizacija ili kraj kolonizacije još nije završena. To je proces koji još nije gotov. Aimé Césaire, qui est pratiquement un écrivain serbe, serbo-martiniquais, il écrit dans Discours sur le colonialisme, il parle de l'effet retour du colonialisme, l'effet boomerang. Ce qui veut dire que on ne peut pas avoir colonisé ou esclavagisé sans que ça revienne. Sans que ça revienne et que ça a un effet dans les lois, dans l'art, dans la littérature. Donc l'Europe, même les idéologies progressistes, dit Césaire, enfin, non, Césaire il dit pas ça, mais après moi, par exemple, même le féminisme va être contaminé, si on peut dire, par la pensée raciste qui se passe là-bas. C'est-à-dire on ne peut pas avoir quelque chose là-bas et ici rester innocent. C'est ça que Césaire veut dire. Il y a pas parce qu'on n'a pas été directement impliqué, qu'on n'est pas touché par la manière dont s'organise le monde à partir du XVe siècle, quand l'Europe se lance dans la colonisation, toute l'Europe. Aimé Césaire, koji je praktično srpski pisac sa Martinika, je govorio da postoji bumerang efekat, da se sve vraća i da postoji bumerang efekat dekolonizacije u smislu da, na primjer, sad nije on to rekao, to ja kažem, da, na primjer, ideja poput feminizma, ona mora biti zaražena na neki način rasizmom, zato što ne može se nešto dešavati s jedne strane, a da ste vi sa druge potpuno nevini po tom pitanju. Dakle, vi ne možete biti aktivni na jednom delu sveta a da to nije bilo zaraženo onim što se dešavalo sa druge strane. Quel est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? C'est un monde, pas simplement d'inégalité, mais c'est un monde qui est rendu inhabitable et irrespirable pour des milliards de personnes. Inhabitable. C'est-à-dire il y a des milliards de personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas habiter au sens de avoir une vie décente, une vie de tous les jours. Tous les faits scientifiques montrent, par exemple, j'en parlais encore, pour moi c'est un fait énorme, c'est-à-dire que chaque année, il y a plus d'êtres humains dans le monde qui meurent de la pollution de l'air que de toute autre cause. C'est pas la misère, c'est pas la faim, c'est pas l'exploitation, c'est l'air pollué. C'est-à-dire que le capitalisme a construit un monde dont l'air que l'on respire nous tue. Enfin, pas nous ici, mais en tout cas beaucoup de monde dans le monde. Par les industries chimiques, les industries textiles. Le capitalisme produit du déchet, beaucoup plus de déchets que de la marchandise. On croit qu'il produit de la marchandise. Non, je ne devrais pas montrer mon livre, mais enfin, on croit qu'il produit de la marchandise. Il produit du déchet. C'est des tonnes chaque jour, donc qui vont polluer les rivières, la terre, l'air, là où nous habitons, et qui pénètre dans nos poumons. Dakle, a kakav je to svet u kom danas živimo? To je svet u kom ne može da se živi i ne može da se diše, gde stotine hiljada ljudi
više zaista ne mogu ni da dišu, ni da žive i postoje po statistike prema koje svake godine sve više ljudi umire zbog posljedica zagađenja vazduha. Ne umire sve više ljudi zbog siromaštva, zbog gladi, već upravo zbog zagađenja. Kapitalizam je napravio jedan svet koji nas truje kroz hemijsku industriju, kroz industriju tekstila, truje naše reke, truje naš vazduh. Kapitalizam proizvodi mnogo više otpada nego proizvoda. Mi mislimo da kapitalizam proizvodi proizvod, ne moju knjigu, ali proizvod. Međutim, kapitalizam u stvari proizvodi otpad. Le féminisme décolonial que je défends, c'est un féminisme qui veut démanteler ce système. Pourquoi féminisme alors? Pourquoi pas simplement, par exemple, décolonial? Parce que le féminisme décolonial, c'est de partir des personnes qui ont été fabriquées comme les plus vulnérables, les plus fragiles, à une mort prématurée. La mort prématurée, ça veut dire que cette fabrication d'un monde qui, de toute façon, va épuiser avant l'heure de votre mort. Bon, je veux dire, on va tous mourir, mais enfin là, ça accélère. La mort prématurée, c'est pas la mort par accident ou par vieillesse ou par maladie, c'est que à votre naissance, il y a des vies qui comptent et il y a des vies qui ne comptent pas. Ça, c'est vraiment la grande division dans l'humanité. Et donc, le féminisme décolonial que je défends, c'est de mettre fin à cette division entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas. Et quand on dit les vies qui ne comptent pas, c'est aussi tout l'environnement. C'est pas seulement le corps, mais c'est là où les personnes vivent, tout leur environnement. Dakle, dekolonijalni feminizam koji ja zastupam ima za cilj da potpuno razmontira jedan takav poredak i svet u kom živimo. Sad, zašto feminizam, a ne samo dekolonijalizam? Zato što želim da krenemo od toga da zastupam ljude koji su proizvedeni tako da budu najslabiji i u najlošijoj poziciji u ovom društvu, koje proizvodi njihovu preuranjenu smrt. Preuranjena smrt nije saobraćajna nesreća, preuranjena smrt je takav način života koji vam prosto skraćuje život, skraćuje vam svakodnevnicu i da od trenutka kad se rodite postoji podela na živote koji se računaju i živote koji se ne računaju i ja želim u svom radu upravo da se ta razlika između života koji se računa i života koji se ne računa, da se ta razlika izbriše i da se u to uključi ne samo čovek ili osoba, već i okolina, životna okolina u kojoj osoba živi. Oui, et malheureusement, la question de l'air pollué nous est très familière ici parce qu'on a un grand problème avec oui, un grand problème, oui, surtout à Belgrade. Mais pour venir maintenant à la question de la violence contre les femmes, non? Donc on livre une théorie féministe de la violence. Donc vous dites, c'est une question dont on parle de plus en plus, non? Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi, non? Donc on parle au niveau global, on parle ici aussi beaucoup chez nous, de plus en plus, mais ce que vous dites, c'est que la façon dont on parle de ce problème est souvent problématique. Et pourquoi? Znači, pitanje da dođemo sada, da pređemo na pitanje nasilja protiv žena i znači na samu knjigu Feministička teorija nasilja. Dakle, o nasilju protiv žena se priča sve više i više, priča se sve više i više na globalnom nivou, priča se sve više i više kod nas, znači to sad postaje jedan deo medijskog diskursa i to naravno nije loše samo po sebi, međutim ono što Françoise u svojoj knjizi kaže je da način na koji govorimo o tom problemu je često problematičan. I znači htjela sam da nam objasni zašto ona misli da je problematičan. Ce qui m'a intéressé, c'est l'écart entre une violence systémique, violence environnementale, violence économique, violence culturelle, et la multiplication de lois et de discours sur la protection. La multiplication de lois, il faut protéger les enfants, il faut protéger les femmes, et toute une série de
les caméras, enfin toute une série d'outils de surveillance pour soi-disant protéger. Donc cet écart entre protection, tout ce discours et ces mesures de protection, et de l'autre côté, une plus grande vulnérabilité. Pareil pour les enfants, de plus en plus de choses sur la protection des enfants, et en fait, une grande partie des enfants n'ont pas droit à l'enfance, sont criminalisés, sont traités comme des adultes et n'ont pas droit à l'enfance. Donc comment expliquer cet écart qui grandissait puisqu'il y avait de plus en plus de discours et de lois? Ono što mene u ovom slučaju zanima, to je taj veliki razmak, velika razlika između sistemskog nasilja, bilo ono ekološko, ekonomsko, kulturno, koje je sve veće s jedne strane, s druge strane se nalazi sve veći broj diskursa i govora o zaštiti. Zaštita dece, zaštita porodice, zaštita čoveka, zatim imamo sve te naprave koje nas štite, navodno tipa kamere koje se svuda nalaze i stvara se sve veća i sve dublja razlika između zakona koji treba da štite i onoga što se zaista dešava. Na primer, imamo sve više zakona koji štite decu, ali ta deca imaju sve manje i manje pravo na svoje detinjstvo, sve više se tretiraju kao odrasli, kao kriminalci i sve više gube pravo na detinjstvo. Dakle, mene najviše zanima ta razlika između diskursa o zaštiti i realnosti. Le droit à la protection n'est pas universel. Quelles sont les vies protégées et quelles sont les vies qui ne sont pas protégées? Et pourquoi ces vies-là ne sont pas protégées? Et pourquoi celles-là sont protégées? Pourquoi? Et donc, pour moi, comment expliquer cette incroyable surcroît ou surmultiplication de « il faut protéger » au même moment où il y a, à cause du capitalisme néolibéral, de l'hétéronormativité, de la transphobie, il y a de plus en plus de violences contre les personnes vulnérables. Et donc, c'est pourquoi cette division entre les vies à protéger et les vies qui n'ont pas besoin d'être protégées, c'est ça qui m'a intéressée. Comment j'expliquais ça? Parce que de la violence, il y en a toujours eu. C'est pas nouveau, la violence. Dakle, ono što mene zanimalo je pravo na zaštitu nije univerzalno. Postoje životi koji se štite i životi koji se ne štite. I mene je zanimalo kao prvo koji se to životi štite, koji se ne štite, zašto je to tako, gde mi s jedne strane imamo sve više zakona koji žele da štite ljude, a sa druge strane imamo sve više agresije, sve više napada i sve više nasilja protiv različitih rasa, sve više transfobije, ksenofobije i tako dalje. Tako da u središtu mog istraživanja u ovom slučaju je upravo bilo to ko se štiti i zašto se štiti. Donc la manière dont c'était posé était problématique parce que derrière ce discours d'attention à la violence se cachait d'autres violences, se cachait une perpétuation de violence. Parce que y a la violence contre les femmes, elle n'est pas nouvelle, mais effectivement, il y a une plus grande dénonciation, et les femmes dénoncent beaucoup plus, et il y a eu le MeToo, etc. Mais ce qui est problématique, c'est la manière dont c'est présenté, c'est-à-dire que ce sont les mêmes institutions qui produisent de la violence qui vont dire c'est maintenant, on va vous protéger. C'est-à-dire la police, l'armée, l'État, le tribunal. On n'a jamais vu la police, tout d'un coup, c'est elle qui va être chargée de protéger. Or, la manière dont la société est construite ne protège pas les femmes, ne les protège pas. Il n'y a pas de protection au sens de réel. La protection, c'est sous condition. Donc, c'est le protecteur me dit, je vais te protéger si tu obéis à mes lois. Donc, tu ne vas pas sortir à 3 heures du matin en mini-jupe, tu ne vas pas aller boire un coup avec jusqu'à, je sais pas, tu vas être comme ça, tu vas être comme ci, et là, tu seras protégé. Sinon, si t'arrive quelque chose, ça sera de ta faute. Dakle, nasilje samo po sebi, ono je od uvek postojalo, ono je tu
ona je večno tu. Međutim, pažnja koja se danas posvećuje nasilju meni postavlja problem na koji način je to nasilje predstavljeno. Dakle, što se tiče nasilja protiv žena, ono je oduvek bilo tu, oduvek je postojalo, međutim, žene sve više govore o tome, bilo je sve više prijava u javnosti, Me Too i tako dalje. Međutim, upravo su institucije koje prave nasilni sistem su uzele za sebe to pitanje i uzele za sebe tu zaštitu i upravo su te institucije, policija, vojska, sudovi, uzele na sebe da sad štite žene. Međutim, to je zaštita sa određenim uslovima. Dakle, ja ću da te zaštitim pod uslovom da ti ne izlaziš u 3 ujutru, ne nosiš mini suknju, ne ponašaš se ovako i ne ponašaš se onako. U tom slučaju ću da te zaštitim, u suprotnom, sam se krive. Les femmes qui répondent physiquement, par exemple à de la violence, c'est mal vu. C'est mal vu. S'il y a un mec qui m'ennuie et que je lui flanque une raclée, ça se fait pas. C'est presque moi qui va être, comment dire, accusé. Donc il y a quelque chose d'une violence qui est systémique et où la personne qui fait la violence va se proposer comme protecteur. Dakle, postoje stvari koje se rade i ne rade. Naprimer, žena koja fizički odgovara na nasilje koje trpi, to se prosto ne radi. Dakle, ako postoji neki muškarac koji mene smara i ja mu zalepim šamar, to se ne radi. Zbog takvog ponašanja ja mogu da idem u zatvor. Dakle, nalazimo se u situaciji gde onaj ko pravi nasilje i proizvodi nasilje se sada predstavlja kao zaštitnik. Et il y a toute une... Bon, alors là, on peut parler de l'éducation, tout cela, mais donc pour moi, ce qui est problématique, c'est de poser la question, les hommes bourreaux, les femmes victimes. Donc il y aurait des méchantes personnes et d'autres personnes qui seraient entièrement victimes, et donc il faut que la police intervienne. Mais ça, c'est une vision totalement, je veux dire, qui rien ne prouve cela. De toute façon, il y a énormément de violence contre les hommes aussi, dans l'exploitation. Mais c'est vrai que partout, les femmes sont... il y a une guerre contre les femmes. Aujourd'hui, il y a une guerre contre les femmes. Donc comment va-t-on résister, répondre coup pour coup à cette guerre? Mais ça ne sera pas en appelant la police et l'État et le tribunal qu'on pourra arrêter cette guerre. Dakle, način na koji se predstavlja to nasilje je da s jedne strane postoje muškarci dželati i s druge strane postoje žene žrtve i u tom sukobu policija mora da interveniše. Međutim, situacija realno uopšte nije takva i u ostalom postoji nasilje protiv muškaraca koje se svakodnevno proizvodi kroz eksploataciju rada, ali je činjenica da postoji rat protiv žena i način na koji će žene odgovoriti na to nasilje, na taj svakodnevni rat koji postoje protiv njih, sigurno ću u jednom trenutku odgovoriti, ali to neće biti zahvaljujući policiji, vojsci i sudovima. Et une chose dont on pourra parler, c'est qu'est-ce que c'est que de devenir un homme? Qu'est-ce qui est proposé pour devenir un homme? Ça veut dire quoi être un homme dans la société aujourd'hui? C'est quoi? Sinon, certaines postures qui sont souvent liées à la question du pouvoir, d'avoir du pouvoir, pour pouvoir exercer une domination. La manière dont la masculinité est pensée est une masculinité de domination. On sait très bien que si les petits garçons se mettent pas... il faut qu'ils adoptent certaines postures, sinon ils ne sont pas perçus comme ce que c'est qu'un garçon et un homme. Donc il y a profondément un système qui fabrique des hommes à qui on propose, c'est ça d'être un homme, et des femmes à qui le pouvoir, le système propose, c'est ça d'être une femme. Et alors être une femme, c'est être comme ci, comme ci, comme ça, et être un homme, c'est comme ci, comme ça. Mais c'est des choses qui sont des fictions qu'on peut tout à fait contester.
I tu se naravno postavlja pitanje šta znači biti muškarac, šta je predloženo muškarcima, kakvi oni mogu da budu. I ono što im se najviše predlaže to su moć i dominacija i oni imaju određena ponašanja koja moraju da usvoje da bi bili viđeni kao muškarci i dečaci takođe od početka moraju da imaju određene ponašanja da bi bili viđeni kao dečaci. Tako da vi imate jedno društvo koje muškarcima predlaže određena ponašanja, ženama predlaže neka druga ponašanja, a sva ona su u suštini fikcija i mi u svakom trenutku možemo da im se usprotivimo. Juste là-dessus, il y a tout le rôle que joue la militarisation et tout ce que joue le rôle que joue la guerre dans la perpétuation d'un état de guerre permanente. La guerre et ce que le patriarcat et l'État demandent aux hommes de jouer comme rôle dans cette guerre. Et la guerre, c'est la destruction, évidemment, c'est la dépossession, mais c'est fondamentalement le viol. Il n'y a pas de guerre sans viol. Il n'y a jamais eu de guerre sans viol. Donc, la relation entre guerre qu'il faut mener constamment, que les États proposent, tout ça, et ce que ça va nourrir de violence contre les femmes et les vulnérables est absolument très clair. Et il y a un état de guerre permanente. S'il n'y a pas une guerre ici, c'est une guerre là-bas. Et comme je le dis, ce n'est pas seulement les guerres des bombes qui tombent sur la tête, c'est aussi les guerres qui détruisent les conditions de la vie. I ovdje bi također trebalo pomenuti ulogu vojske, militarizacije i rata koje rat ima u održavanju ovakvog stanja stvari, jer se mi nalazimo u stalnom stanju rata i država predaje muškarcima određenu ulogu koju oni moraju da igraju u tom ratu, a rat predstavlja ne samo uništavanje, oduzimanje posjeda, već i silovanje. Ne postoji rat da nije bilo silovanja, a mi se nalazimo u stalnom stanju rata. Ako nema rata na jednom mestu, ima ga na nekom drugom. S tim što o ratu ne govorim samo o bombama koje padaju na vas, već i o permanentnom uništavanju uslova života. Merci. Peut-être je peux poser une dernière question et après on ouvre au public. Donc ma dernière question c'est donc quelle serait une autre approche à la protection, non? Donc, quelle serait une théorie féministe de la justice? Et je sais que dans votre travail, vous êtes aussi influencé pas mal par le mouvement abolitionniste aux États-Unis, donc par les féministes noires comme Angela Davis, Ruth Gilmore, Gina Dent, qui parlent aussi beaucoup de la notion de la justice restaurative, non? Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette autre façon de penser la justice. Znači, ovo je moje poslednje pitanje, pa onda malo da otvorimo i za vas. Znači, pitanje je koji je taj neki drugi način da razmišljamo o zaštiti i da razmišljamo o pravdi. Znači, kakva bi bila onda feministička teorija pravde i Françoise u svom radu veliki uticaj na nju je imao abolicionistički feminizam u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, to su afroamerikanke poput Angele Davis, Gine Dent, Ruth Gilmore, koje govore puno o terminu restorativne pravde, znači koja bi išla u kontrast na retributivnu pravdu. I znači, moje pitanje je da li može malo da nam govori o tome i o tom jednom drugom pogledu na pitanja zaštite i pravde. Merci pour cette question. Je trouve, pour moi, ce que pose le mouvement abolitionniste, ce mouvement abolitionniste, c'est très provocatif, on dit en français, enfin, provocateur. C'est-à-dire que ça nous oblige à penser, ça nous stimule, ça va au-delà de ce que le sens commun nous dicte. Non, mais il y a des crimes, il faut des prisons. Voilà, on pense tout de suite ça. Il faut quand même éloigner les gens qui font du mal. Et là, ce que les abolitionnistes disent, plus de prison. Plus de prison. Et ça pose la question, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Et pour moi, c'est
les questions qu'on doit se poser, il faut que ce soit des questions qui soient a priori impossibles. Parce que si c'est possible, ça rentre assez rapidement dans l'ordre du temps et ça ne nous permet pas de penser au-delà. Donc, ça nous oblige, pour moi, aujourd'hui, ce qui est plus important pour moi, plus intéressant pour moi, c'est qu'est-ce qui va être, qu'est-ce que je veux, quel est le monde que je veux, mais comment je le décris. C'est pas dire, je ne vais pas simplement dire je veux un autre monde. Bon, oui, d'accord, mais quoi concrètement? Et les abolitionnistes nous provoquent en disant plus de prison. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Pour moi, c'est vraiment plus de prison. Ça, c'est déjà une première chose. Kao prvo, hvala na ovom pitanju. Ovaj abolicionistički pokret je meni izuzetno interesantan zato što on je veoma provokativan. On nas tera na razmišljanje zato što ide protiv svega onoga što zdrav razum postavlja. Njihov zahtev je da više nema zatvora. Što je protiv zdravom razumu, apsolutno. Ako postoji zločin, mora da postoji zatvor. Međutim, mi sada moramo da razmišljamo dalje od zatvora i postavljaju ta pitanja koje su, za mene su najvažnija pitanja koje su suštinski nemoguća. Jer pitanja koja su moguća, već ćemo naći odgovor u postojećem poretku. A pitanja koja su nemoguća nas teraju na razmišljanje van, da zamislimo neki novi svet, kakav svet želimo. Ne samo da zamislimo, da kažemo želimo drugačiji svet, već da se pitamo a kakav to svet želimo i kakav svet želimo da opišemo. C'est de se dire que l'ordre du monde tel qu'il est n'est pas le monde, c'est pas naturel, c'est pas là pour les siècles et les siècles à venir. Ça peut changer. Le monde qu'on a autour de nous, il a été construit par des forces sociales, il peut être fait autrement, il peut être pensé autrement. Donc la prison, c'est devenu, on n'arrive même plus à y penser, on n'y pense pas, ça existe, il y en a. Il y a des gens qui sont enfermés pendant des années, on n'y pense pas. Le pouvoir a réussi à faire que ça disparaît de notre tête. Ah non, mais il mérite la vie en prison, là, il mérite la prison à perpétuité. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. On dit ça, on ne comprend même pas ce qu'on dit. On ne comprend pas matériellement, concrètement ce qu'on dit. Mi se ponašamo kao da je ovaj svetski poredak kao da je on prirodan. On apsolutno nije prirodan, on postoji, njega su stvorile društvene struje, isto tako se može rasturiti, može se stvoriti jedan drugačiji poredak. Što se tiče zatvora, mi o njemu više ne razmišljamo. On je tu, od kako mi znamo za sebe, on je tu, neko ko je zaslužio zatvor, pošaljemo ga u zatvor i vlast nas je naterala na taj način razmišljanja da mi prosto kažemo pa zaslužio je doživotnu, s tim što uopšte ne znamo šta to znači, šta to uključuje, uopšte ne znamo u svakodnevnici kako izgleda ta doživotna, prosto više ne razmišljamo o tome. La fin des prisons, c'est comme se dire, un jour, il y aura la fin du patriarcat. Un jour, il y aura la fin du racisme. Un jour, il y aura la fin du capitalisme. Si je ne pense pas ça, je vais chez moi, je dors. Et la question donc de la justice, d'autres formes de justice. Alors c'est vrai, il y a les propositions aujourd'hui, avant qu'on ne ferme toutes les prisons, de justice restaurative. La justice restaurative, c'est qu'on s'accorde sur le fait qu'il y a eu un dommage, une blessure, quelque chose, enfin je veux dire, quand je dis dommage, j'ai été blessée, mais pas nécessairement physiquement, il y a quelque chose qui est un dommage. Et je veux une restauration. Je veux une restauration pas d'un avant, mais de quelque chose qui me permette de continuer. Dakle, ako kažemo sebi da je moguće živjeti u svetu bez zatvora, to znači da je moguće živjeti u svetu bez zatvora, to znači da je moguće živjeti u svetu bez patrijarhata, bez kapitalizma, bez rasizma i to je nešto u što ja apsolutno moram da verujem, jer ako u to ne verujem, idem kući da spavam. Što se po pitanju restaurativne pravde, to je pitanje gde vi se nalazite u situaciji gde je došlo do neke, da kažem, štete ili povrede u smislu da sam ja na neki način povređena, neobavezno fizički, i da ja želim neku vrstu odštete, ali ne odštete za ono što se desilo, nego nešto što će mi omogućiti da nastavim da živim. C'est de restaurer quelque chose en commun, une humanité
Donc de discuter. Mais même ça se passe aussi dans les pays du nord de l'Europe, où par exemple des violeurs sont mis en face de leurs victimes pour que le crime, enfin l'acte criminel, devienne concret. Quand je dis ça, c'est parce que finalement, parfois, il n'y a pas d'idée de ce que l'autre personne a perdu, de ce que l'autre personne a perdu vraiment, un sens d'elle-même, un sens de... Et qu'il n'y a pas cette compréhension. Et que pour les personnes qui font la justice réparative, il y a le fait que cette compréhension va permettre d'aller au-delà du simple ressentiment, que je vis tout le temps, moi par exemple qui suis victime, je vis tout le temps avec ça, je n'arrive pas à passer à autre chose. Et que ça permet aussi la réinsertion de la personne qui a commis le geste dans la société. Mais je veux juste dire, parce que très souvent, quand on parle de justice réparatrice ou de justice restaurative, et quand on passe de crimes, on a toujours en tête les crimes les plus horribles. Et on ne pense pas à toutes les choses qui se passent tous les jours et qui pourraient effectivement être réparées. Mais même le crime le plus horrible ne doit pas, il faut le penser autrement qu'à travers la punition. Ça pose ensuite la question de, je sais pas, de personnages, on pourrait dire, irrémédiables, enfin, irréparables, de personnes qu'on... Alors là, ça pose la question de qu'est-ce que la société fait, mais toutes les sociétés ont pensé à ça. C'est pas seulement l'Occident. Et la question de mettre quelqu'un à l'extérieur de la communauté, en fait, je veux dire, c'est des questions qu'on doit se poser, mais moi je reviens à ça, c'est-à-dire ces questions de partir du fait, il faut en finir avec les prisons. Ça doit être le point de départ. Et à partir de là, penser. Parce que si la fin des prisons n'est pas le point de départ, et que ça sera peut-être un jour, on ne peut pas se poser la question d'autres modes de régler l'injustice. On ne peut pas. Et de toute façon, les plus grandes injustices aujourd'hui, elles ne se posent pas comme ça sur ce point-là. Elles se posent vraiment dans le fait de cette division entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas. Dakle, ta neka odšteta ili restauracija bi bila, svodila bi se na povratak humanosti u naše živote. Čak i u nekim zemljama na severu postoje ljudi koji praktikuju restaurativnu pravdu. Kada se desi krivično delo, na primjer silovanje gde se počinilac stavlja naspram svoje žrtve, gde bi mogao da shvati gde bi moglo da se shvati do kakvog je gubitka došlo, šta je osoba koja je žrtva tog krivičnog dela zaista izgubila, da li osjećaj o sebi, svest o sebi, i da osoba koja je delo počinila da shvati šta je uradila, i to je nešto što bi omogućilo nestanak, recimo, ogorčenosti, gde osoba koja je žrtva ne mora da živi ceo život sa tim da je žrtva i da ne može da pređe na nešto novo ili na nešto novo, s jedne strane, a s druge strane počinilac bi imao veće šanse i lakše bi se ponovo vratio, uključio u društvo. Jako je važno napomenuti da kada govorimo o restaurativnoj i reparativnoj pravdi, da mi najčešće mislimo o najgorim slučajima, o najgorim krivičnim delima, gde i uglavnom razgovaramo o osobama koje su počinila najgore dela i koje ne mogu da se poprave, koje je apsolutno nemoguće popraviti, kako bismo raspravljali o toj temi. To jeste tema o kojoj se raspravlja u društvima, međutim, društva moraju da razmisle na koji jedan novi način, šta će raditi sa tim osobama, i moramo krenuti od toga da mi vidimo kraj zatvora, da kraj zatvora, to jest nestanak zatvora, mora da bude početak našeg razgovora, pa ćemo onda dalje nastavljati da razmišljamo o slučaju do slučaja. A ako je kraj zatvora nešto što kao vidimo u daljini kao mogućnost, neće se mnogo toga promeniti. Je voudrais revenir à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est que la prison. Parce qu'on dit, non, mais il faut les envoyer en prison. Mais qui d'entre nous visite les prisons? Qui d'entre nous est allé dans une prison? Qu'est-ce qu'on sait de la prison?
On dit ça, et puis la personne disparaît. Et on pense, quand la personne a disparu derrière tous ces murs, la chose va disparaître. Mais le crime, je veux dire, le monde, je veux dire, l'injustice continue, l'exploitation, et la violence systémique continue. Et la prison, elle sert à nous faire croire qu'on va mieux vivre. Elle est là, et l'État nous rassure en disant non, mais il va y avoir des prisons, on va vous protéger. Mais d'abord, on n'est pas protégé plus que ça. Et puis, c'est de faire disparaître le problème, enfin de le cacher, de le refouler, plutôt que de le confronter. Aujourd'hui, en Europe, il y a énormément de prisons et il y a aussi énormément de camps. C'est quand même l'Europe des droits humains, où il y a un nombre de camps où sont enfermés des réfugiés qui vivent dans des conditions absolument atroces. Et le camp, ça devrait résonner, le terme en Europe devrait résonner et nous faire penser quand même à l'histoire du camp. Et donc cette manière d'envoyer des personnes, que ce soit dans les prisons ou dans le camp, dans des conditions qui sont absolument dites inhumaines, c'est-à-dire des questions de dégradation, des conditions de dégradation des vies, d'humiliation et de déshumanisation au nom de soi-disant la protection. Donc la protection, juste pour finir, la protection, elle peut être pensée d'abord par comment vivre dans une ville. C'est quoi une ville où je me sens en sécurité? C'est quoi? Il faut partir de choses très concrètes. Est-ce que je me sens en sécurité dans la ville? Alors, si je suis un jeune noir ou un jeune arabe, je ne vais pas me sentir en sécurité dans toute la ville. Je sais qu'il y aura des quartiers qui sont interdits. Je sais qu'on va me regarder de travers. Comment je suis habillée. Je veux dire, qui est en sécurité dans la ville? Qui a le droit de circuler librement dans la ville? À qui la ville appartient? Da se vratim na pitanje zatvora, treba kao prvo razumeti šta je to zatvor. Ko je od nas uopšte bio u zatvoru? Ko zna kako izgleda zatvor i šta se tamo radi? Mi mislimo da ako zatvorimo osobu u zatvor i sklonimo je iz vidokruga, da je problem rešen. Međutim, zatvor ne uništava pitanje nepravde, sistemskog nasilja, već nas država ubeđuje da će nam bolje biti i bolje ćemo živjeti zato što je rečena osoba u zatvoru i bit ćemo zaštićeniji. Kao prvo, apsolutno nismo zaštićeniji usled toga, zato što sistemsko nasilje i naše okruženje nije usled toga promenjeno. Danas u Evropi imamo veliki broj zatvora, veliki broj logora u koje su smeštene izbeglice i mislim da reč logor bi trebalo u Evropi da ipak probudi neka sećanja na to šta logor uopšte znači. Poslati čoveka u zatvor ili u logor znači poslati ga u užasne uslove života, u nehumane uslove života, u ponižavanje i apsolutnu degradaciju. I to je naša današnja realnost. A sad da se vratim na pitanje zaštite. Šta znači zaštita? Možemo krenuti od vrlo konkretnih pitanja. Šta je grad? Kakav je grad u kom se ja osjećam bezbedno? Da li se ja osjećam bezbedno u gradu? Ako sam ja mladi Crnac ili mladi Arapin, ne osjećam se bezbedno u svim delovima grada. Gledat će kako sam obučen, popreko će me gledati i tako dalje. I postavljamo pitanje ko se osjeća bezbedno u gradu, to jest kome grad pripada. Et sur cette question quelle forme de protection, moi je le répète très très souvent parce que je pense que c'est ça qui nourrit constamment le fait que oui, les choses sont possibles, c'est qu'il y a tous les jours, là en ce moment où nous parlons, des personnes qui luttent dans le monde contre ces formes d'exploitation, d'enfermement. Il n'y a pas un jour, depuis des siècles que l'humanité existe, où des femmes et des hommes ne se lèvent pas contre cela, pour la dignité, pour la liberté. Donc ça c'est absolument la respiration. Pour parler de monde irrespirable, ça c'est ça qui fait respirer, qui fait que vraiment les poumons s'ouvrent et qu'on peut parler, on peut discuter. Ça c'est fondamental. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est tous les refuges et les sanctuaires qui se créent partout dans le monde où on peut penser, où on peut discuter et on peut imaginer autre chose. Cet endroit, là où nous sommes ce soir, c'est un endroit comme celui-là. Et ces endroits doivent se multiplier. Ce sont ces endroits-là
qui porteront l'imagination, nous permettront d'imaginer justement autre chose que ce qu'on nous présente comme étant l'ordre du monde. A što se tiče oblika zaštite, jako je važno napomenuti da svakoga dana negde u svetu postoje ljudi koji se bore protiv ovakvog poretka stvari, bore se protiv zatvaranja i bore se protiv eksploatacije. Nema dana i nema trenutka gde ta borba ne postoji. I to je ono od čega dišemo, na tome se zasniva naše disanje i ta svratišta i skloništa su mesta odakle možemo da razmišljamo. Ovaj susret danas je mesto odakle mi možemo da počnemo da razmišljamo, koji će probuditi našu maštu, gde možemo da zamislimo jedan novi svetski poredak.